Pendant l'hiver 1915, les détails des crimes commis en Belgique par l'armée allemande se diffusent à grande vitesse. Faut se souvenir que les chemins de fer et les vélos charrient les rumeurs autant que les hommes. Des campagnes de presse très offensives sont reprises partout par les prêcheurs de guerre. Voyez par vous-même les preuves filmées de ces atrocités, ces arrestations d'otages destinés à être fusillés. Et voyez comment ces diables de luthériens s'en sont spécialement pris aux prêtres, accusés d'incitation à la résistance. Les gazettes font leur boulot de propagande, et pas avec le dos de la cuillère. On raconte que les Allemands coupent les mains des enfants. C'est le vieux refrain de la lutte de la civilisation contre la barbarie qui revient. Pour les viols, c'est vrai. Rien que l'idée qu'on touche à sa femme, ça traumatise l'homme à l'intérieur du soldat plus que n'importe quelle autre injustice, croyez-moi. Mais la paix n'existe plus nulle part, on dirait. J'écoute le pape Benoît XV multiplier les déclarations pour l'entente des nations. J'en connais qui espéraient au moins un recadrage. Dans les faits, il renouvelle sa confiance à l'égard de nos adversaires très catholiques et se contente de distribuer ses bénédictions dans les deux camps. Face à la propagande, on est très partagés, nous les troufions de bas étage. Le jour où au cinéma des armées on va voir ce film, je me sens mal. Dans un montage infâme, je retrouve ce qu'écrivent les pires propagandistes. Léon n'est pas d'accord. Lui, il trouve que ça suffit pas. Il faut encore et encore de la haine. Dans ce film, il y a des stupidités du genre « Les Germains possèdent une culture grossière, d'ailleurs ils sont tous bestiaux, jusqu'à leurs visages qui sont ingrats. » La presse est violente, mais ces lignes sur les races inférieures, proclamées haut et fort depuis nos bancs d'assemblée, me donnent froid dans le dos. Les hommes d'un côté, les sauvages de l'autre, c'est tellement plus simple. Je vous cite l'opuscule du docteur Vérillon sur la bromhydrose fétide. L'allemand a une odeur spécifique qui n'a rien à voir avec la nôtre. Rien du tout, car dit-il, sa sudation, sa défécation, son exhalaison montrent qu'il ne contrôle ni ses glandes sécrétrices, ni ses réactions vasomotrices, donc l'allemand pue. Il pue comme un putois. Oui, il pue. C'est vrai. Cette guerre, c'est aussi l'occasion de mener la croisade contre l'Antéchrist. Ceux qui arrachent les crucifix, renversent les calvaires, bombardent les églises. Ceux qui pilonnent les cathédrales et profanent le chef-d'œuvre gothique de Reims ne peuvent être que des païens ou des mécréants qu'on se doit de haïr de toute son âme. J'ai encore à l'esprit le sermon de l'archevêque de Londres. Si j'avais été croyant, j'en aurais pleuré de honte pour l'Église. Moi qui suis 100 fois, je me suis contenté d'aller vomir. La guerre, c'est une histoire de tripes et de larmes. You are the very defenders of civilization itself. The forces of good against the forces of evil. For this war is indeed a crusade. In truth, I tell you, the Germans do not act like us, neither do they think like us, for they are not like us. Children of God are those who shell cities populated only by civilians the children of God? Are those who advance armed, hiding behind women and children, the children of God? With God's help, you must kill the Germans, good or bad, young or old. Kill every one of them. Dans les tranchées, des deux côtés, on vole le dernier souffle du mourant, avec le coin métallique de la masse qu'on porte à la ceinture. Gnade, Hilfe! Ich will nicht sterben. Zuerst zum Gefechtsstand. Wir kommen später wieder. On finit au lance-flammes tous ceux qui bougent encore. Ça s'appelle le nettoyage de tranchées. Si je l'ai fait, on ne s'en est pas vanté, mais sans participer, il nous est arrivé d'y assister. En matière de guerre, faut dire, 14-18 est une sacrée pionnière.
Elle a tout inventé. Tout sauf le moyen d'en finir. L'année 1915 est terrible. On en est tous sortis couverts de sang. À l'est, les fluctuations du front se soldent par des pertes considérables jusqu'au Caucase, où la Russie fait la guerre à la Turquie. Les victimes de ces offensives sont les Arméniens. L'extermination des Arméniens par les Turcs, c'est le premier génocide du siècle. Plus d'1 million de victimes. À l'ouest aussi, l'année 1915 est meurtrière. Les opérations de grignotage pour un lopin de terre sont vaines. Nous ne pensons plus, on est devenus des ombres. Il nous reste la honte d'être pris pour des lâches. Ça nous tient debout. Les offensives d'envergure échouent toutes. Aucun des états-majors ne comprend pourquoi. Et pire, aucun ne retient la leçon. La percée est impossible. Pourquoi? Moi j'ai la réponse. Derrière la première tranchée conquise, il y a encore d'autres tranchées. Et ainsi de suite. Il nous faudrait percer la croûte terrestre à l'infini pour venir à bout de ces tranchées qui se multiplient. On fait appel aux canonniers, les nouveaux Deus ex machina de l'artillerie. Dans les entrailles du sol, certains de ces obus nous survivront. 14-18, c'est la foire aux obus. Au début de la guerre, la production est de 13 000 par jour. Joffre en réclame à l'industrie 100 000 par jour. Après ça, on ne s'étonne plus. Les 3/4 des 10 millions de morts de 14-18 sont déchiquetés, pulvérisés sans voir l'ennemi. Le fer assassin vient toujours de derrière l'horizon. Le massacre s'est industrialisé. Moi qui adorais le progrès technique, j'en suis revenu. Mais c'est pas tout côté feu d'artifice. Pour rompre le front, des deux côtés, on utilise aussi la mine. On creuse des galeries souterraines jusque sous les tranchées ennemies qu'on bourre d'explosifs. Vous imaginez la suite. Ce volcanisme, dont le seul objectif est de creuser d'énormes cratères chez l'ennemi, ne fut pas décisif, lui non plus. Des explosifs, on est ensuite passé au gaz, un tournant dans la guerre. Léon dit que c'est en Belgique, à Ypres, que les Allemands utilisent les gaz mortels pour la première fois. Pour les gazés, c'est l'apocalypse. On dénombre 5000 hommes défoncés à mort par les gaz en un seul jour, sans compter les gazés à vie. Le gaz, c'est très spécial. C'est une arme chimique qui ne reconnaît pas les frontières, surtout s'il y a du vent. Évidemment, Français et Anglais s'y mettent aussi. On lance des gaz tout aussi nocifs, retour à l'envoyeur. Et par obus encore. Je savais bien que cette sophistication des armes nous mènerait tout droit au calvaire. Le jour où on nous distribue nos masques à gaz, si grotesque, Léon et moi, on a un fou rire nerveux. On pleure, à s'en arracher les prunelles. On déverse aussi les larmes secrètes qu'on a gardées pour soi. L'utilisation massive des gaz dans nos rangs entraîne une sorte d'angoisse nouvelle. Les symptômes liés au gaz sont évidents. Aucune visibilité. Incompréhension totale avec son coéquipier. Attitude de tir faussée. Les civils apprennent à vivre avec leur masque à portée de main, la peur chevillée au corps.
1915, on sonne le glas du million de pertes. Si les lois de la guerre avaient été respectées, on aurait sauvé un tiers des 10 millions de morts. Mais ce n'est pas du tout ce qui s'est produit. Je l'ai vu, de mes yeux vus, lorsque la Croix-Rouge hisse son drapeau, les canons mettent en joue ses ambulances et les fusils pointent les brancardiers. Pour nous, c'est insupportable, un tel acharnement sur les blessés et les médecins. On éprouve devant ce tableau un nouveau sentiment, très fort. La vengeance est une obsession sans répit qui nous bouffe tout entier. On avait été haineux, on se découvrait vengeur. Moi-même, je suis touché. Une oreille arrachée. Léon devient sourd à cause d'un obus. Il reçoit aussi un méchant coup de pelle qui lui arrache l'épaule. Dans les tranchées, on se bat avec des pelles. La baïonnette, ça marche pas assez de recul. La blessure, on n'y échappe pas. Après la convalescence, on retourne au feu. Pour y couper, il faut avoir la bonne blessure. Un pied, une main. Devenir impotent, quelle chance. Ceux qui se mutilent eux-mêmes, les infirmiers les reconnaissent souvent au premier coup d'œil. La mort, c'est pour nous une présence constante et ordinaire. Elle regarde par-dessus notre épaule lorsqu'on enterre nos camarades de combat, entre deux corvées, avec rien d'autre à l'esprit que le frichti du midi. Devant l'hécatombe, les hommes des colonies ont été appelés en renfort. De la chair à canon, fraîche. On regarde les recrues arriver, conscient de les entraîner dans les cercles de l'enfer. Ce sentiment-là n'est pas facile à accepter. Léon me dit que j'ai pas à me sentir coupable, que j'y suis pour rien. Mais en plus, la plupart sont des volontaires. Le monde entier, je vous dis, voilà. On vous filme. Finalement, 5 continents entrent dans la guerre. Lorsque les manuels d'histoire écrivent 14-18 Première Guerre mondiale, ça veut dire que le monde entier est assis autour de notre table. Voyez, mesdames et messieurs, Canadiens, Néo-Zélandais, Australiens, afrikaners du Commonwealth, accourus chacun par centaines de milliers au secours d'une juste cause, mais aussi 1 million d'Hindous, des Égyptiens, des Africains anglophones et, naturellement, ceux de notre empire. Les engagés volontaires, trop nombreux, sont sélectionnés par tirage au sort. Les chanceux apprendront à manier le fusil. Il s'appelait Boudou Badabou, il jouait de la flûte en acajou. Je n'exagère pas, c'était le plus beau gars de toute la Nouba. Oh, quand son régiment défilait, au son joyeux des flageolets, le tout en boucle, tout admirait, surtout celui de Boudou Badabou. En 1915, la partie d'échecs que se livrent les combattants bat son plein. Lorsque l'Italie entre en guerre, elle est encore l'alliée de l'Allemagne. Changeant de stratégie, elle vient à notre secours. L'Italie va accaparer une bonne partie de l'armée autrichienne. Sacré coup de pouce. Sans son aide, j'en suis convaincu, nous aurions perdu la guerre. C'est là qu'on a été séparés pour la première fois avec Léon. C'est la pire chose qui me soit arrivée. Je suis comme un orphelin. Léon a été expédié dans un autre bataillon. Dans une de ses lettres, il me raconte qu'il a combattu les Autrichiens, dans le Tyrol et les Dolomites, de 2000 à 3500 mètres d'altitude, avec une vaillance abrupte et des vertiges d'absurdité.
L'hiver, le mercure descend jusqu'à -30. Il se gelait. Italiens et Autrichiens sont montés occuper la montagne dans ses moindres reliefs. Pas un pic, pas une aiguille qui ne soit abandonnée à l'ennemi et n'échappe à la guerre des cimes. En altitude, plus près du ciel, est-ce qu'on est mort plus vite? Léon se pose des questions comme ça. Pour faire taire un nid de mitrailleuse sur une arête, ils explosent les crêtes de l'intérieur. C'est ainsi que des reliefs anciens sont effacés à tout jamais de la carte du monde. 3 ans au-dessus du monde des vivants, à se les geler. Léon me donne des signes de vie par la bande ou par courrier. On n'imagine pas continuer la guerre si l'un de nous deux y passe. Au cours d'une avancée, on pique aux Allemands une bobine de film sur les zones occupées. On veut tout savoir. Le film montre comment les soldats vivent peinards chez l'habitant. On voit les officiers à l'aise avec les familles bourgeoises françaises. On n'a pas aimé. J'ai remarqué sur le même film des mineurs présentés, tout gaillards, comme volontaires au service de l'effort de guerre allemand. Volontiers réfractaires ou volontiers volontaires? C'est pas clair. En temps normal, cette propagande démonstrative ne dupe personne, mais là, qui a encore la force de s'en apercevoir? C'est comme le travail obligatoire dans les zones occupées de Belgique et du nord de la France. On sait que les populations forcées à partir travailler en Allemagne sont hébergées dans les camps dits de concentration. Un chiffre et une image circulent. 3000 femmes sont déportées un vendredi saint. On touche au sacré. D'abord la date, et puis nos femmes.